Bonjour tout le monde, on est mardi 11 octobre 2016, donc je continue encore sur le sujet de mathématiques HEC Paris ECE 2016. Donc je vais finir la deuxième partie avec la question 8b. Alors, montrer que pour tout xy dans D, on a f de xy s'écrit comme la fonction de production de cope de glace. Ok, donc la question, cette question est facile puisque on va utiliser l'expression de f de xy. Donc, quel que soit xy appartenant à D, f de xy, c'est la limite quand R tend vers 0 de n de R. Or, n de R en fait s'écrit sous cette forme. Donc, y fois s de z de R. Y est une constante par rapport à R, donc je peux sortir Y de la limite. Bien sûr, vous pouvez en fait passer toutes ces étapes. Moi, en fait, je travaille d'une manière un peu lente. C'est pour car je m'adresse en fait à des étudiants, disons modestes en fait en mathématiques. Voilà. Mais si l'étudiant est rapide, il peut bien sûr ôter les étapes, d'accord, pour gagner du temps. Puis, je passe en fait, puis en fait on va utiliser la question précédente, 8a, où nous avons vu que cette limite, ça donne t à la puissance a. Mais puisque S maintenant est indexé par Z, donc on va écrire Z à la puissance A. D'accord? Or, on sait que Z s'écrit comme X sur Y à la puissance A. Donc en fait ça donne Y fois X à la puissance A sur Y à la puissance A. Donc finalement j'obtiens X à la puissance A fois Y à la puissance 1 moins A. Et voilà. Hop! On obtient la fonction de production de cope de glace. Très bien. Je passe maintenant en fait à la deuxième partie. Juste, je mets l'énoncé. Donc, juste une remarque, c'est-à-dire pour gagner quelques minutes, voilà, je vous conseille en fait de ne pas lire l'énoncé directement, mais de passer en fait directement aux questions. On voit bien que l'énoncé est assez long. Donc on va pas perdre notre temps. Voilà. Allez, question 9, Pikita. Il s'agit de la première question de la troisième partie. Donc, allez, montrer que pour tout i appartenant à un n, enfin l'intervalle discret, la variable aléatoire ti suit la loi normale d'espérance a ui plus b et de variance sigma au carré. Donc, cette question en fait contient en réalité trois questions, car on doit montrer que ti suit la loi normale, on doit calculer l'espérance de ti et on doit calculer la variance de cette variable aléatoire. Donc je reviens maintenant à l'énoncé. Et je cherche en fait l'expression de TI. L'expression de TI. Voilà. En fait, on voit bien que TI s'écrit sous cette forme. Maintenant, je vois A. Je vois en fait là 4 variables. A, UI, B et R indice I. Donc, je cherche A, UI et B dans l'énoncé. Tiens. A en fait c'est une constante, B aussi, et U c'est tout simplement ln de x moins ln de y, voilà, et on remarque
que grand B fois x absence A fois y absence A moins A, c'est la composante en fait déterministe. D'après l'énoncé, c'est la composante déterministe. Donc nous avons des réels dans R. Par contre, grand R en fait est une composante aléatoire. Enfin, c'est une variable aléatoire. Très bien. Voilà donc. Allez, on va répondre à la question. Quel que soit I dans l'intervalle 1n, TI s'écrit comme A UI plus B plus RI. Or, A UI plus B appartenant à R et RI suit RI en fait, voilà. Les RI suivent sans n variables aléatoires supposées indépendantes et de même loi que R. Je cherche maintenant la loi de R. Voilà, donc R est une variable aléatoire, voilà, qui suit la loi normale centrée réduite. Non, ce qui suit la loi normale centrée de variance sigma au carré, attention. Il ne s'agit pas ici en fait de la loi normale centrée réduite. Donc R suit en fait la loi normale centrée, donc d'espérance 0, et de variance sigma au carré. Puis la question c'était quoi? Attends, j'ai oublié en fait. Ah voilà, ah, oui, voilà. Donc TI en fait contient une partie déterministe qui se trouve dans R et une partie aléatoire. Donc finalement TI en fait suit une loi normale. Alors TI suit une loi normale. D'accord? Donc d'espérance. Allons-y, on va calculer l'espérance de TI. Allez, donc l'espérance de TI. On utilise en fait l'expression de TI. Donc c'est l'espérance de AUI plus B plus RI. Ok. Attention, A fois UI plus B est une constante. Et on sait que l'espérance d'une constante, ça donne une constante. Voilà, donc j'obtiens AUI plus B plus l'espérance de RI. Et RI suit une loi normale d'espérance nulle, donc en fait, enfin une loi normale centrée, donc en fait j'obtiens AUI plus B. Je rappelle que j'ai utilisé cette formule. On sait que l'espérance de lambda, enfin avec lambda appartient à R, et plus grand X, ça donne lambda plus espérance de grand X. Voilà, d'après le cours. Voilà, donc lambda ici joue le rôle de AUI plus B. Très bien. Maintenant, d'espérance et de variance. Donc la variance de TI, donc je réutilise en fait l'expression de TI en fonction de RI, donc c'est la variance de AUI plus B plus RI. Encore une fois, une constante plus une variable aléatoire. D'après le cours, c'est directement la variance de la variable aléatoire. La variance de Rx est égale à sigma au carré. Donc finalement, voilà. Finalement, TI suit une loi normale d'espérance AUI plus B et de variance sigma au carré. Je passe maintenant à la question suivante. Voilà, donc je crois que la seule différence... Oui, vous allez me dire... Oui, en fait, pour la variance, j'ai utilisé en fait cette formule. Variance de lambda plus x, c'est tout simplement la variance de x. Bien sûr, si lambda en fait est une constante. Puisque la variance de lambda est égale à 0. En réalité, la variance en fait s'interprète comme la variabilité
d'une variable. Or, lambda est une constante, donc elle n'admet pas de variabilité, donc sa variance est égale à 0. Voilà. Donc je passe à la question suivante. Voilà. Les variables aléatoires T1, T2, Tn sont-elles indépendantes? Donc, enfin, on peut en fait répondre à cette question d'un point de vue économique ou bien d'un point de vue mathématique. Bon, donc voilà, si on veut suivre le programme, on doit en fait utiliser le lemme de coalition qui stipule que soit xi avec i variant entre 1 et n, une suite des variables aléatoires réelles et discrètes indépendantes, et p en fait un rang dans n tel que p est strictement inférieur à n. C'est-à-dire si donc p peut-être c'est 1 ou 2 ou bien n-1. P ne peut pas dépasser n. Alors toute variable aléatoire fonction de x1, x2 jusqu'à xp est indépendante de toute variable aléatoire fonction de xp plus 1 jusqu'à xn. Donc, on sait en fait d'après l'énoncé que voilà, donc c'est qui va jouer le rôle de la suite initiale des variables aléatoires indépendantes, c'est RI. D'accord? On va lire ensemble. Voilà. Où R1, R2, Rn sont des variables aléatoires supposées indépendantes, de même loi que R, voilà, supposées indépendantes, d'après l'énoncé. R1, Rn sont indépendantes. Donc, or, I s'écrit sous cette forme. AUI plus B plus RI. Donc, T1, T2, tac tac tac, Tn est une suite des variables indépendantes. Sont indépendantes. Lemme de des coalitions. Voilà. Sinon, on peut dire, enfin, d'un point de vue en fait économique, que les RI sont des variables en fait issues de n entreprises. Or, les n entreprises sont indépendantes, donc on peut considérer que les TI aussi sont indépendantes. Après, on peut, enfin, d'un point de vue économique, en fait, on peut supposer que les n entreprises évoluent dans un marché, c'est-à-dire un système fermé. Donc, les entreprises ne sont pas forcément indépendantes puisque la production d'une entreprise va varier en fonction du marché, donc en réalité en fonction de la production de l'autre entreprise. Voilà. Mais voilà, ici je vous donne en fait la réponse correcte par rapport au programme de mathématiques ECE. Apparemment, on n'a pas le droit en fait d'évoquer des arguments économiques. Ok, bon, je passe à la question maintenant. 10A. Ok, donc calculer, enfin une question en fait sur le gradient, avec des fonctions de variables. Donc calculer le gradient de M en tout point de F. Avec F en fait, c'est l'ovaire défini par 0,1 multiplié par R. Voilà la case X, la Y, donc selon la première variable 0, voilà 1, en fait l'ovaire. Puis sur Y, en fait, Y varie sur tout R. Donc finalement, en fait, voilà un dessin qui schématise F. Bien sûr, F sont les deux droites x égale à 0 et x est égal à 1.
Voilà. Au cas où, si on vous demande en fait de dessiner une partie de R2. Question récurrente dans les concours de Lyon, de Hamel. Ok. Donc, allons-y, on va calculer le gradient de M. Donc, delta M, gradient de M en AB, c'est tout simplement le vecteur colonne à deux lignes, une seule colonne, donc dérivée de M par rapport à la première variable, c'est-à-dire par rapport à A, puis la dérivée de M, la dérivée première de M par rapport à la deuxième variable, c'est-à-dire par rapport à B. Bien sûr, en fait, quel que soit AB appartenant à F. Ok, donc on va tout d'abord on fait déterminer une expression facile de M. Donc c'est le log népérien du produit entre 1 de 1 jusqu'à n des fonctions phi i, ti. On sait que le log népérien du produit est égal en fait à la somme des logs népériens. Attention, c'est pas le produit des logs népériens, c'est le log népérien du produit qui donne la somme des logs népériens. Donc phi i, ti. Maintenant, je remplace phi par sa valeur. Phi, en fait, est une densité de probabilité qui suit de la loi normale, d'une loi normale. Ouais. Avec, en fait, cette... voilà l'espérance, et la variance, c'est sigma au carré. Ok, donc, log népérien de 1 sur sigma racine de 2pi fois exponentielle moins 1 sur 2 sigma au carré. Attention, ti, hein, parce que c'est phi i de ti, c'est pas phi de d. Hein. Ti moins aui plus b au carré. Allez, le log népérien d'un produit est égal au log népérien de la somme. Donc en fait, j'obtiens la somme allant de 1 à n du log népérien de 1 sur sigma racine de 2pi plus le log népérien de l'exponentielle de cette quantité. Du coup, ça donne en fait directement cette quantité. Ça sert à rien en fait de perdre du temps directement. Je répète, log népérien de A fois B, c'est log népérien de A plus log népérien de B. Sauf qu'en fait, au niveau de B, nous avons une exponentielle. Donc, j'écris directement l'argument de l'exponentielle. Ti moins AUI plus B. Et bien sûr, en fait, entre deux parenthèses. Alors, j'essaie maintenant en fait de scinder la somme en deux. Donc, on remarque ici que nous avons une constante qui se répète, donc par linéarité de la somme, par linéarité de la somme, enfin les examinateurs aiment en fait la rédaction, donc on essaie d'être rigoureux, donc ça donne la somme entre 1 et n. Allez, log népérien de 1 sur sigma racine de 2pi. En réalité, ça donne moins log népérien de sigma fois racine de 2pi. D'accord? Moins, je sors le signe moins, somme de i allant de 1 à n, de 1 sur 2 sigma au carré, ti moins aui plus b, le tout au carré. Ok. Maintenant, la somme en fait de 1 à n d'une constante. En réalité, on va répéter n fois cette quantité, donc finalement, puisque je travaille entre 1 et n. Donc, le nombre des termes, c'est n moins 1 plus 1. n moins 1, c'est-à-dire n moins le premier rang, n moins 1 plus 1, donc n. Donc finalement, j'obtiens moins n log népérien de sigma racine de 2pi. Moins, je sors cette constante, somme de 1 à n
petit i moins a ui plus b, et tout au carré.